Du coup, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Izanami. Donc, en fait, Izanami, d'où ça sort? Donc, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de Mathieu ce matin sur Autoroshi, mais en gros, ça fait partie de la même toolbox en fait qu'on a mis en place à la Maïf, où l'idée c'était en fait d'avoir une plateforme de déploiement un peu nouvelle. Donc, on s'appuie sur un pass, on peut faire du déploiement continu, etc. Et donc, en gros, à partir de tous les services qu'on voulait déployer, on voulait rajouter des couches de maîtrise, sécurité, etc. C'est Autoroshi. Et on voulait aussi fournir d'autres services de type SaaS, quoi, Software as a Service. Et Izanami, ça en fait partie. Et donc, on va le voir, en fait, c'est une brique qui permet de faire feature flipping, A/B testing, etc. Donc après, on en a d'autres. Ça permet de renouveler les certificats sur la plateforme automatiquement. Il y a un portail de dev qui permet de bootstrapper des applis, gérer toute la config et tout, une plateforme d'analytics, ainsi de suite. Donc du coup, la plateforme, comme je vous le disais, ça ressemble à ça. On a Autoroshi, puis après, derrière, on a d'autres briques qui viennent s'ajouter, qui sont prêtes à l'emploi pour tous les produits qui sont déployés sur la plateforme. Donc Izanami, c'est la déesse de la mort et de la création. Mais du coup, comme son nom ne le dit pas, ça fait aussi donc, du feature flipping. Donc le feature flipping, si vous ne savez pas ce que c'est donc la possibilité d'activer ou de désactiver une feature à chaud. Donc par exemple, là on a un bouton et en gros, si côté admin il est activé, on le voit, puis s'il est désactivé, on ne le voit plus. L'A/B testing, du coup ça c'est la possibilité de tester deux versions d'une même variante. Donc là en gros on se dit on a deux boutons et on veut savoir lequel est le plus pertinent pour les utilisateurs. Donc en fait on va définir un pourcentage du trafic d'utilisateurs qui vont voir la variante A, un autre pourcentage qui va voir la variante B. Et en fonction du ratio affichage et clic, par exemple, sur le bouton, on va calculer un pourcentage et on va essayer de déterminer lequel est le plus pertinent. Et donc, on va se dire que, par exemple, si les gens ont plus cliqué sur le bouton A, ça veut dire qu'il a mieux marché, donc on va le garder pour la suite. Donc après, on a une petite... dans l'interface d'admin, on a la possibilité de consulter les stats. Et depuis pas très longtemps, en fait, on peut même faire du A, B, C, D... N testing. Donc après, faut voir la pertinence quand on est arrivé à 50 variantes du même bouton. C'est peut-être un peu compliqué à mesurer. Mais du coup, c'est possible. Ce que ça fait aussi, c'est de la configuration partagée. Donc ça, en fait, c'est une feature qu'on voulait mettre en place, mais pour le moment, qui n'est pas très très utilisée. Donc là, l'idée, c'est en gros, c'est une espèce de base clé valeur exposée en reste, puis du coup on peut modifier une config à chaud et la récupérer dans les services, quoi. Niveau architecture, donc ça ressemble à ça. Donc Izanami, c'est un serveur qui expose des API. Toutes les modifications qui sont faites dans Izanami sont publiées sous forme d'événements. Donc en gros derrière on peut aussi s'abonner à ces événements pour être notifié de savoir si une feature a été activée, désactivée, si une configuration a été modifiée. On supporte plusieurs bases de données, donc Redis, Cassandra, Elasticsearch, LevelDB, MongoDB aussi depuis un petit moment, je ne l'ai pas rajouté. Et en fait, comme ça publie des événements, en fait, on a la possibilité de mettre ces événements dans un Kafka, dans un Redis, donc du Redis PubSub, et il y a un module distributed PubSub qui fonctionne sur Akai Cluster. Et donc en fait, comme tout est basé sur des API, l'UI c'est un client des API, comme les services qui vont pouvoir checker l'état des features. Donc, je vais vous faire une petite démo de à quoi ça ressemble Izanami. Quand on arrive sur Izanami, on tombe sur cette page d'accueil là. On peut créer une nouvelle feature. On va lui donner une clé. Tac. Et on peut choisir des stratégies. Donc la stratégie, nos stratégies, c'est juste aller active ou pas active. C'est le truc le plus basique. Après, il y a une stratégie qui peut dire, en fait, elle est active pour un pourcentage du trafic. Ça peut servir. Elle est active à partir d'une date donnée. Elle est active pendant une date début, date de fin, quoi. Et il y a un autre truc qui est sympathique, c'est le fait d'activer une feature par un script. Donc là, comment ça fonctionne?
le client va pouvoir envoyer un contexte, et en fait, on va évaluer ce contexte via une fonction JavaScript, et en gros, on va dire si c'est actif ou pas. Donc on a juste implémenté cette fonction-là, enable, qui a en paramètre le contexte, une fonction à appeler pour dire c'est actif, une fonction à exécuter pour dire c'est inactif, et on a aussi un petit client HTTP. Donc ça permet de faire des trucs assez drôles. Donc je ne dis pas qu'il faut faire ça en prod, mais c'est juste pour triper. Non, il ne veut pas me la supprimer. Non. Attends. On va faire comme ça. Ok. Donc là, en fait, ça, cette petite fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va appeler un service REST qui donne le cours du Bitcoin. Et en gros, elle va activer la feature si le cours du Bitcoin est en hausse. Donc, je vais la créer. Elle est où la souris? Tac. Et j'ai une petite interface qui permet de débugger les features. Donc là, si je fais search, voilà. Donc là, ça me dit que c'est actif. Du coup, si je modifie mon petit test pour dire qu'au lieu que ce soit en hausse, c'est en baisse. Et là, du coup, elle est passée en inactive. Donc ça, c'est assez drôle. Après, il faut se méfier de ne pas faire des scripts trop compliqués, parce que pour le moment, il n'y a pas encore grand-chose qui permet de le débugger facilement. Ça fait partie des issues qui sont ouvertes, de pouvoir avoir une petite interface côté admin qui permet d'avoir le retour des logs pour débugger le script, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, pour la petite démo. Alors, on va continuer. Donc en gros, on a vu donc la partie serveur. Donc ce que je disais, ça expose des API. Comme les API, c'est des super bonnes primitives, mais du coup, c'est peut-être un peu dur à intégrer dans du code. Donc il y a des clients spécifiques qui ont été faits. Donc il y a un client ligne de commande qui fonctionne sur Mac et Linux. Il y a 2 clients React et Angular pour le côté front, et il y a des clients JVM, donc Java Scala dans le back, et plus un client Node. Donc si on se penche un peu sur le client Java, il y a des stratégies un petit peu plus avancées qui ont été implémentées dedans. Notamment, il y a une stratégie qui s'appelle Smart Cache. En gros, ce que ça fait, c'est si on veut économiser, si on veut essayer d'avoir une latence très faible et avoir des très bons temps de réponse, en gros, ce que ça garde, c'est une copie de l'état des features dans un cache en mémoire côté client. Et en fait, ce cache, il est mis à jour par les événements qui sont produits par le serveur. Ce qui fait, du coup, ça économise les appels réseau quand on veut évaluer les features. Et en même temps, on est presque à jour, quoi. Donc là, du coup, c'était le petit schéma pour montrer comment ça fonctionne. Ok, donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire carrément une vraie démo dans une vraie appli. Donc ce sera du Spring Boot. Comme c'est un framework qui est pas mal utilisé, j'imagine que ça facilite la compréhension. J'aurais pu le faire en Scala, mais je pense que j'aurais perdu des gens. Donc, Alors, si vous êtes allé voir la démo Autoroshi, vous n'allez pas être surpris par le site. On partage notre site de démo. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas vu, donc en gros c'est un site de gestion de séries télé. Donc quand on est logué, en fait on peut chercher une série, Breaking Bad, l'ajouter à sa liste des séries à voir, et ensuite je peux aller sur la série et dire j'ai vu l'épisode 1, l'épisode 2, etc. Donc là l'idée c'est de se dire j'ai une nouvelle feature que je veux rajouter, mais je ne vais pas l'activer tout de suite parce que peut-être elle est en cours de développement ou elle n'est pas encore testée en prod. C'est la possibilité de dire que j'ai vu une saison entière. Ça peut être pratique. On arrive sur le site en cours d'une série, on a déjà vu la saison 1. Plutôt que de cliquer sur tous les épisodes un par un, on va essayer de rajouter cette feature-là. Donc, si je vais sur mon code Java, donc, le premier truc à faire, c'est déjà de créer tous les bins qui vont bien pour instancier en fait, le client Izanami. Donc, comme je suis une bonne grosse feignasse, s'il veut bien, je vais faire un git revert, comme ça m'évite de taper. Hop là, et voilà. Vous avez vu comme je code vite. Donc, pour faire... tout le monde voit bien ou je grossis peut-être un peu, ouais. S'il veut bien, non. Ouais, non, c'est pas ça que je vais faire.
Là, je vais pas y arriver à zoomer. Ah. Peut-être, ouais. Non, mais normalement, quand on fait ça, pourquoi il veut pas? Non. J'ai testé tout à l'heure en plus, j'arrive pas à le faire zoomer. Non, je vais changer, je vais le fermer, je vais le rouvrir pour voir. Non, bon bah c'est pas grave. Ah si, ça y est. Voilà, c'est mieux. Donc quand du coup le client s'appuie sur AK, donc il y a un truc qu'il faut créer, c'est un acteur système. Bon voilà, vous le créez une fois par application et après c'est bon. Donc le client Izanami, en fait ça c'est l'espèce de truc de plus haut niveau qui a le client HTTP. Donc là-dedans on va configurer comment on accède au serveur, donc l'URL, les clés d'API, etc. Donc par défaut les API elles sont pas ouvertes, donc il faut passer par des clés d'API. Donc en gros on va voir, mais en fait le navigateur ne pourra pas discuter directement avec Izanami. Sauf si vous voulez leaker les clés d'API, mais c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Ensuite, donc là on va le voir, il y a la possibilité d'utiliser un proxy pour du coup faire passe-plat vers Izanami. Et ensuite, il y a un client pour dialoguer avec la partie feature, un client pour dialoguer avec la partie config, et un client pour discuter avec la partie AB testing. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai créé en fait les instances en double. Il y a une partie qui fonctionne pour juste la partie dev en fait en local. Et en gros, donc je vous ai dit qu'il y avait plusieurs stratégies qui existent. Et en fait, en local, ce qu'on va faire, c'est on va juste taper dans un fichier de conf. Comme ça évite d'avoir à dialoguer avec un serveur. Et après, en prod, en gros, on va pouvoir dire je dialogue avec le serveur, mais si le serveur, pour une raison X ou Y, il est down, je peux quand même revenir vers une conf de fallback qui évite de faire complètement claquer mon appli juste parce que la brique n'est pas disponible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pour chaque configuration, en fait, là, on peut donner un pattern qui dit, moi, je vais m'intéresser à ce sous-ensemble de clés. Donc, en fait, les clés, on les nomme avec des segments. En fait, ça permet de donner, genre, par exemple, le nom de l'appli, puis ensuite, peut-être l'environnement, puis ensuite, public, privé, si c'est des clés qu'on veut exposer au navigateur, d'autres qu'on veut garder que côté serveur. Et en fait, cette gestion de pattern de clés, en fait, ça va pouvoir derrière permettre de gérer de la sécurité et dire, par exemple, si je crée une clé d'API pour une partie de mes clients sur mon serveur, lui, il aura le droit de voir que cette partie-là des clés et pas les autres. Donc en gros, ça permet de gérer un peu les habilitations aussi, quoi. Donc une fois qu'on a créé ça, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, le navigateur n'allait pas dialoguer directement avec Izanami, mais on allait passer par un proxy. Donc en fait là le client fournit un proxy déjà tout fait qui permet de faciliter cette intégration. Et en fait dans ce proxy on dit pareil quel pattern de clé on veut exposer au navigateur. Et là par exemple on pourrait avoir une segmentation publique-privée et dire au navigateur j'expose que les clés qui sont marquées publiques, c'est celles qui sont visibles et les autres je les montre pas, quoi. Et donc il est où? C'est ça. Et donc mon contrôleur, si je fais revert dessus, donc là je vais essayer de grossir, mais là ça marche mieux. Donc le code du proxy c'est juste ça. Finalement on se fait injecter le fameux proxy qu'on a instancié tout à l'heure en tant que Beanspring. Et en fait on dit juste vas-y, tu as un contexte en entrée, tu as peut-être un ID, donc ça c'est pour la partie AB testing, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et en gros, on dit donne-moi l'arbre de toutes ces features-là. Et en fait, derrière, on reçoit un tuple en fait, qui est le code HTTP réponse et le body de la réponse. Et puis en fait, on le renvoie tel quel, quoi. Donc là, le code, il est assez simple jusque-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fameuse feature qu'on veut implémenter. Donc là, si je fais un revert aussi là-dessus. Alors, donc là, du coup, je suis dans mon contrôleur. Donc là, c'est vraiment mon code métier. Je me fais injecter le client feature. Et donc là, ce qui va nous intéresser comme code, c'est ça. C'est je vais évaluer la feature qui a cette clé-là. Et en fait, si elle est active, c'est ce code-là qui va être exécuté. Et si elle n'est pas active, c'est ce code-là.
Donc comme ça, en fait, côté serveur, je valide que si la feature n'est pas active, on ne puisse pas quand même taper sur le endpoint. C'est pas juste de la cosmétique côté front. Donc là, je pense que côté back, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va regarder ce qui se passe côté front. Donc côté front, c'est une appli React. Et donc là, c'est où? C'est là. Donc dans l'appli React, le premier truc qu'on a à faire, c'est de déclarer un isAnamiProvider, où on va lui donner l'API à appeler pour avoir l'état des features, si elles sont actives ou pas. Donc ça, c'est l'API de mon proxy Spring. Okay. Et ensuite, là-dedans, je mets le reste de mon appli. Une fois que j'ai déclaré ça, ça doit être là-dedans. Hop. Je fais encore mon revert, si veut bien. Donc là, en gros, j'importe depuis le client isAnami, donc j'ai 3 composants, feature, enable, disable. Et si je cherche où est-ce que ça se trouve dans le code, c'est ici. Donc là, mon composant feature, je lui donne la clé qui va permettre de savoir si c'est actif ou pas. Si elle est activée, j'affiche ce bidule-là, et sinon, j'affiche rien du tout. Donc là, si tout s'est bien passé, il a dû me redémarrer mon serveur parce que j'avais modifié le code. Il a redémarré, il a recompilé mon truc Node. Je vais ici, et là, j'ai toujours pas le bouton. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en gros, comme j'ai pas créé encore les features côté isAnami, il s'appuie sur le fallback qui est défini ici. Et donc là, en gros, le nom de ma feature, c'était ça. J'avais dit qu'elle était activée à faux, donc en gros, il n'active pas. Je vais la créer dans isAnami. Tac, donc je fais add item. Ok, create feature. Donc là, du coup, elle est activée. Normalement, si tout se passe bien, et voilà, là, du coup, j'ai bien mon bouton qui est affiché. Donc là, j'ai pu faire du feature flipping sur cette fonctionnalité-là. Du coup, si je la redésactive, hop, et là, il redisparaît. Donc ça, c'est pour le premier cas d'utilisation. C'est bon, j'ai encore le temps. Je vais vous en montrer un deuxième qui est utilisé par des collègues à nous qui intègrent beaucoup de partenaires. Et en fait, ça leur permet d'activer, désactiver des partenaires à chaud en fait, et de gérer ça directement en live. Donc ça va être un peu le même principe. Et au passage, je vais vous montrer un autre truc. Hop. Ok. Donc là, même chose que tout à l'heure, je me fais injecter mon feature client. Juste pour vous montrer, en fait, on peut s'abonner aux événements qui sont produits par le serveur et du coup faire des choses de cette manière-là. Donc là, par exemple, je m'abonne à tous les événements et dès qu'il y a un événement, en fait, si son type c'est feature créée, je l'affiche dans les logs, si c'est updaté, et voilà. Donc en gros, ça permet de faire aussi des choses comme ça de manière asynchrone en récupérant les événements du serveur. Donc là, l'idée, c'est de dire, en fonction de... en gros, là, mon appli, elle s'appuie sur soit bêta série, soit TVDB pour faire la recherche des séries. Et donc, en fait, là, je vais pouvoir choisir mon fournisseur de séries en fonction de feature flipping. Donc là, en gros, comme en fait, je vais avoir une feature activée ou désactivée par fournisseur de série. Donc là, je vais demander à récupérer un arbre de features en mettant étoile. Donc là, je récupère une liste de features, et en fait, derrière, une fois que je les ai récupérées, si c'est actif, je vais choisir TVDB, sinon je prends bêta série. Donc voilà, ça c'est implémenté. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée les deux features. Ici. Ok, create feature. Et là, je vais en faire juste une autre. Et là, du coup, c'est mytvshow.provider. Tac. Ok. Et donc là, je vais revenir sur la page d'accueil.
Donc là, si je cherche, je ne sais pas quoi comme série, qu'est-ce qu'on a là? Je vais remettre Vinking comme ça. Hop. Donc là, je vois que c'est TVDB. Et maintenant, si je désactive TVDB et que je recharge la page, si tout se passe bien... et là, du coup, je vois que c'est bêta série. Donc là, comme ça, du coup, j'ai pu modifier ça à chaud directement dans mon appli. Alors, quelle heure il est? Ok, donc il me reste encore 10 minutes. Donc on va pouvoir parler de la partie A/B testing. Donc maintenant, je vais essayer de faire une campagne d'A/B testing sur deux variantes du bouton. Donc c'est un peu ceux que je vous ai montrés dans les slides tout à l'heure. Et donc là, comment ça se passe? Donc là, dans mon proxy contrôleur, je vais rajouter deux endpoints supplémentaires. Un qui permet de dire la feature a été affichée. En fait, là, le problème pour l'A/B testing, c'est qu'en fait, on ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui fait que, en gros, il y a eu un taux de transformation. Donc, il y a forcément un truc à implémenter soi-même. Donc, les deux trucs à implémenter, c'est savoir si ça a été affiché. Donc ça, grosso modo, c'est assez facile à dire. On charge la page, c'est affiché, quoi. Et le truc, c'est de savoir si la variante, on estime qu'elle a gagné ou pas. Donc là, comme c'est un bouton, en gros, si on clique dessus, on va estimer que ça a gagné. Donc on va implémenter ça en JS. Donc là, on utilise le proxy. Donc en gros, quand c'est affiché, c'est ce endpoint-là. Et quand c'est gagné, c'est ce endpoint-là. Une autre chose qui vaut filer, c'est savoir quelle variante on va affecter à quel user. Donc en gros, le front va devoir envoyer un identifiant qui permet de savoir, de catégoriser le user et d'être capable de dire pour cet utilisateur-là, il verra toujours la variante A, et puis pour un autre utilisateur, lui, il verra toujours la variante B. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, ça va se faire en deux temps. On va afficher la page, on va dire, moi j'ai le user qui a l'ID 1. On va choisir si pour 1 c'est A ou B, on va lui afficher A, et s'il clique dessus, en gros en plus on va dire que A a gagné. Et après ça va permettre, on va stocker tous ces événements, et derrière on va pouvoir calculer des stats dessus. Donc côté back, en fait finalement on a juste ça à mettre. Côté front, donc c'est ici que ça va se passer. Hop. Tac. Et donc là c'est un peu le même délire que tout à l'heure. En fait j'ai un composant React qui s'appelle expérimente. Je lui donne la clé d'expérimentation. Je lui donne l'ID de la variante. Et en gros, si c'est A, c'est cette version-là du bouton. Si c'est B, c'est cette version-là. Et sur le clic, en gros, j'ai un truc qui va dire, je la mets en tant que gagné. Et là, derrière, ça va appeler la fonction one du proxy. Donc en gros, notify one. Et donc en gros, là, on dit, cette variante-là, pour cette clé-là, ça a gagné. Et là, on envoie, si je ne me trompe pas, comme clé, non, on n'envoie pas l'ID. Ah non, c'est pris dans les cookies, d'accord. En fait, c'est côté ici. En fait, on récupère dans les cookies l'ID du user et c'est ça qui va servir à donner la variante en tant que gagnée ou pas. Ok, donc là, comme tout à l'heure, il y a une configuration de fallback qui se trouve ici. Je vais créer cette campagne-là dans Izanami. Expérimente, add. Donc là, en fait, on a la possibilité de gérer une campagne, c'est-à-dire dire une date de début, une date de fin. Et en fait, une fois que la date de fin elle est passée, en fait, ça va prendre celle des deux dont la moyenne est la plus élevée, puis ça l'affichera tout le temps pour tout le monde. Ici, on peut changer le pourcentage du trafic. Potentiellement, on peut rajouter d'autres segments. Hop, je vais créer l'expérimentation. Et donc là, normalement... Donc là, moi je suis en tant que alex@gmail.com, j'ai l'œil. Donc ce que je vais faire, alors je ne me rappelle plus, en fait derrière pour affecter les features, ça fait du consistent hashing. Donc je me suis fait un petit... pour savoir quels identifiants AVB. J'ai un truc client 4, voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ?
Voilà. Donc là, du coup, maintenant, je vois la flèche. Donc du coup, j'ai l'autre variante. Si je clique dessus et que je reviens et que je reclique dessus et que je reviens, hop, je vais fermer cette page-là. Ici, je vais rafraîchir 2-3 fois. Si mon truc n'est pas trop foireux, derrière, je devrais voir ici, en fait, que c'est B qui gagne. Ou A. Non, 6%. Oui, c'est ça, c'est B qui gagne. C'est que les couleurs, c'est pas les mêmes que là. Enfin, bon, bref. Non, ça, je vais ouvrir une issue. Et donc voilà, donc, du coup, ça, c'est pour la partie A/B testing. Ok, donc ça on l'a vu, démo on l'a fait. Donc en gros, là je vais arriver au bout. Je vais reprendre le micro. Côté Maïf, en fait, du coup, on a open sourcé ce produit-là, puis du coup, on en a open sourcé d'autres, notamment Autoroshi qui a été présenté ce matin. On a un autre truc qui est sympa aussi, c'est les jeux de cartes. Donc en fait, c'est des bonnes pratiques. Et donc il y a 64 cartes avec des bonnes pratiques qui concernent autant le côté humain, organisationnel, un peu technique. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc du coup, vous pouvez aller jeter un œil. Et puis voilà. Merci.